Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. C'est vraiment un tel plaisir de vous voir si nombreuses et nombreux pour venir parler avec nous de poésie contemporaine, pour venir en écouter. Ça, c'est vraiment une grande joie. Vous êtes ici à la Maison de la Méditation. Alors, beaucoup connaissent la Maison de la Méditation, là, dans l'Assemblée, mais beaucoup ne la connaissent pas encore. La Maison de la Méditation, que j'ai le plaisir de diriger, c'est l'antenne parisienne, si je puis dire, le lieu parisien de réseau, l'école de méditation, une association qui a été fondée par Fabrice Midal il y a fort longtemps et qui donc, comme son nom l'indique, a pour vocation de transmettre la méditation, mais pas que. C'est vraiment une grande joie de pouvoir organiser cette soirée avec un super plateau ce soir que je vais vous présenter. Et c'est une grande joie de voir l'intérêt et le fort intérêt pour un week-end de l'Ascension, que vous soyez là si nombreux, on fait salle pleine, c'est génial. Donc voilà, la poésie contemporaine, on va en parler ce soir. On va essayer déjà de situer le sujet. On va voir comment elle s'écrit, comment elle est publiée aujourd'hui en France, comment elle se transmet. Et puis comme nous avons plusieurs poètes avec nous ce soir, on aura aussi le grand plaisir de voir comment on vit en poète. On connaît cette expression, habiter le monde en poète, mais là, on va pouvoir voir en vrai comment vivre en poète, en poétesse aujourd'hui. D'abord, je vais vous présenter Nadine Bureau. Je vais commencer par dire un grand merci à Nadine, qui est l'inspiratrice et l'initiatrice de cette soirée. Donc Nadine, tu es membre de l'école de méditation depuis plus de 10 ans. Tu es aussi instructrice de méditation. Et puis, par ailleurs, tu es éditrice chez Les Carnets du dessert de Lune, une maison d'édition qui est intégrée à la Factory. La Factory, c'est une maison de poésie en Normandie qui qui reçoit des poètes en résidence et qui est un lieu important. Jean-Yves Rousseau, à ma droite. Rezeau. Jean-Yves Rezeau, c'est bien de me reprendre. Jean-Yves Rezeau. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est super. Vous êtes le fondateur du Castor Astral. Le Castor Astral, c'est une des plus belles maisons d'édition de poésie, mais elle édite aussi de la littérature et des livres sur la musique. D'ailleurs, j'ai vu que vous étiez vous-même auteur et que vous aviez écrit une biographie de Jim Morrison et de Janis Joplin. Chapeau. Chez Gallimard, publié chez Gallimard. Et puis, chaque année, vous réalisez une anthologie. J'en ai là un exemplaire, mais peut-être vous reviendrez dessus plus tard. Une anthologie à l'occasion du Printemps des Poètes. Hein. Florentine Ray. Bonsoir Florentine. Bonsoir. Alors vous êtes poète et performeuse. J'ai cru comprendre que vous portiez une vraie attention à la pratique d'écriture, bien entendu, mais aussi à la pratique physique, à des pratiques physiques, d'où peut-être les performances. Vous combinez ces pratiques corporelles et ces pratiques d'écriture. Et vous nous disiez que pour vous, la poésie, c'est vraiment un outil phénoménologique, c'est-à-dire un outil pour observer les phénomènes, s'appuyer sur le réel, sur les situations et peut-être les restituer par l'écriture poétique. Vous avez déjà publié une dizaine de recueils, dont le tout récent Pampille, je les montre au fur et à mesure, mais vous avez vu qu'il y a une librairie où vous pourrez regarder. Pampille, édité au Castor Astral. Et puis, Alban Gelé, vous êtes poète aussi. Alors, vous avez déjà publié une quarantaine d'ouvrages. Je vais citer Cher arbre, Cheval, chevaux chez Jacques Brémond, Cher animal, La rumeur libre. Alban Gelé, équilibriste de passage, un joli recueil qui est paru aussi au Castor Astral. Et puis, je passe maintenant la parole à Nadine qui va nous présenter le déroulé de la soirée. Bonsoir. Voilà, donc je vais vous donner rapidement un petit peu l'ordre de la soirée, comme ça nous fait des repères. Donc Jean-Yves Rezeau va nous faire un panorama rapide de la poésie contemporaine. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit... Je lui ai dit, mais c'est quoi qui vous gêne? Panorama, mais panorama et rapide. Donc voilà. Donc voilà. Enfin, il va essayer de. Il est assez bien placé pour dire quand même quelques mots sur cette question. Et on alternera les sujets qu'on va
aborder voilà, un peu librement par des lectures. Donc après ce panorama rapide de la poésie contemporaine, Alban et Florentine feront des lectures assez courtes, hein, et puis ensuite, nous parlerons de la poésie, une langue qui vibre. Voilà, donc ça c'est l'intitulé de comment on va aborder cette question. Quelques lectures, vivre en poète aujourd'hui. Ensuite, donc effectivement, comment on vit en poète aujourd'hui, peut-être pas comme il y a 40 ans, peut-être pas comme... voilà. Et quelques lectures. Et comment on transmet la poésie vivante, pareil, aujourd'hui. Tout ça, l'idée étant vraiment de voir un peu comment ça se passe maintenant. Voilà. Voilà. Bah, sans plus attendre, on se jette dans le sujet passionnant et je passe le micro à Jean-Yves pour la suite. Donc moi j'ai donc créé le Castor Astral il y a 48 ans, quand j'étais étudiant à Talence, avec Marc Toralba. Quand on s'est lancé là-dedans, on ne pensait pas être presque un demi-siècle après à publier des livres. En général, la première question qu'on me demande, c'est pourquoi le Castor Astral. On est arrivé au Québec et en vitrine des librairies, il y avait, pas essentiellement, mais il y avait beaucoup de livres de poésie. Et pour nous, on s'est dit, waouh, mais c'était pas du tout le cas, même à Paris, à l'époque. Donc on s'est dit, c'est génial. Et en plus, les éditeurs, ils avaient des noms très bizarres. C'était l'Obscène Nyctalope, les Herbes Rouges, enfin que des noms très surréalistes, ou enfin en tout cas provocateurs, originaux. Et pour nous, ça a été une révélation. Et donc on est reparti avec des sacs entiers de livres. Et dans l'avion du retour, on s'est dit, bon, on s'est pas dit on crée une maison d'édition, mais en fait, on s'est dit on va publier des recueils de poésie. Et on s'est dit, bon, on choisit un nom chacun dans l'avion du retour. Donc moi j'ai choisi Castor pour le Québec et Marc il a choisi Astral parce que c'était une blague d'étudiant à l'époque, ce serait trop long à vous expliquer. Et rien de mystique là-dedans, hein. Ça c'était plus littéraire que mystique. Et en fait les deux mots fonctionnaient très très bien ensemble parce qu'il y a beaucoup d'assonances entre Castor et Astral. Et voilà, mais on pensait publier quelques plaquettes pendant nos études et puis après bon, on passait aux choses sérieuses quoi. Donc pendant nos études on a publié entre 15 et 20 petites plaquettes qu'on a imprimées la nuit dans une école. Donc alors déjà fallait apprendre à se servir de la machine. Donc on revenait dans le milieu de la nuit avec de l'encre jusqu'au coude et voilà. Maintenant on a publié 1300 livres, plus de 1300 livres et essentiellement de poésie, mais pas que. Il y a des livres de musique et de littérature et toujours en publiant uniquement de la poésie, en poésie uniquement de la poésie contemporaine. Pour nous c'est essentiel quoi. Dans les années 70-80, il y avait pratiquement que des grandes maisons d'édition qui en publiaient. Mais disons que les petites, les maisons indépendantes, petites, on peut dire, ont commencé à se créer à la fin des années, au milieu des années 70, et entre 70 et 80. Et après, ça s'est énormément développé, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être, alors évidemment, la comparaison est parfois très, très compliquée, mais disons qu'il y a plusieurs, on peut dire qu'il y a peut-être 300 petits éditeurs en France. Alors il y en a qui font peut-être 1 ou 2 livres dans l'année, et puis on est peut-être une petite dizaine à en faire 30 livres par an, quoi, en moyenne. Ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là, c'est que les grandes maisons d'édition ont commencé à en publier de moins en moins. Donc il reste quand même des éditeurs qui en font. Il y a Gallimard qui continue bien sûr. Il y a Flammarion qui a encore une collection. À part ça, c'est assez émietté. Souvent, une grande maison d'édition elle publie un livre de poésie parce qu'il publie les romans d'un auteur pour lui faire plaisir et pour le conserver. Et publie ses livres de poésie. Pour rester dans la poésie contemporaine, il y a 2 événements fondamentaux en France. C'est le Printemps des poètes que vous connaissez sûrement tous, qui a lieu au mois de mars, mais en fait toute l'année, et qui
qui crée des événements poétiques toute l'année avec des lectures, des spectacles, etc. Ça, c'est très très important. Il y a une centaine de villes en France qui sont en poésie. Donc c'est un label qui est donné aux villes. Donc on était à Surgères avec tous les deux, qui est une ville qui fêtait ses 10 ans. 10 ans de... Donc c'est en fait c'est un label qui est renouvelé tous les 3 ans. Donc il faut prouver qu'on fait des choses pour la poésie. Donc ça, c'est quand même bien qu'il y ait une centaine de villes en France qui soient très actives autour de la poésie. Donc il y a le Printemps des poètes qui fait toutes ces initiatives. Donc vous avez peut-être vu aussi les Parisiens qui a des poèmes dans le métro qui sont à ce moment-là. Tout ça, c'est lié avec le Printemps des poètes. Et puis il y a 2 anthologies, une par les éditions Bruno Doucet et la nôtre, qui sont vraiment devenus des événements attendus, parce que c'est des livres qui se vendent très très vite quand on les sort, ils se vendent en 1 mois et demi. Bon, par exemple, celle que je fais depuis 5-6 ans, il y a une centaine d'auteurs contemporains dedans, donc tous vivants, sauf ceux qui sont 4 ou 5 qui sont hélas décédés dans l'année. Aussi, ce sont des textes inédits, ça j'y tiens beaucoup. Donc en fait, c'est un peu comme si je faisais 100 mini-livres en très peu de temps. Mais c'est passionnant parce qu'il faut rentrer en contact avec cette centaine d'auteurs, dialoguer avec eux, et choisir les textes, etc., etc. Donc c'est une anthologie. Enfin, moi, je tiens beaucoup aussi à respecter les générations. Il y a à peu près autant d'auteurs entre 20 et 30 qu'entre 30 et 40, etc., etc. Parce que la poésie, c'est une continuité, hein, c'est pas qu'un flash à un moment donné, c'est un travail de très longue durée. Il y a un autre événement qui est très important en France, au-delà du Printemps des poètes, c'est le marché de la poésie. Donc si vous êtes à Paris, j'espère que vous connaissez, même pas à Paris, parce qu'il y a En fait, c'est l'événement le plus important en France. C'est au mois de juin tous les ans, place Saint-Sulpice. Et donc là, ça va être du 7 au 11. Je vous conseille fortement de venir, puisqu'apparemment, vous vous intéressez à la poésie contemporaine. Et là, vous aurez, il y a à peu près peut-être 300 stands, entre 300 et 400 stands. Donc il y a des revues, il y a des éditeurs, il y a des associations, des maisons de la poésie. Et donc là, vous avez une concentration de poètes qui est très importante. Il y a plus de 30 000 personnes qui passent au marché de la poésie. Et par exemple, il y a des gens qui viennent de toute la France, parce qu'ils savent que ils viennent pour acheter, je sais pas, 10-12 livres. Donc pendant toute l'année, ils ont noté parfois les livres qu'ils voulaient acheter, et ils viennent, ils savent exactement ce qu'ils veulent, ou ils viennent pour rencontrer un auteur qu'ils aiment beaucoup, ils savent dans quel stand ils vont le rencontrer. En plus, il y a une scène avec des lectures, etc. Il y a une buvette, restaurant. Donc, le stand du Castor Astral est juste en face de la buvette, c'est très important. On y tient beaucoup. Voilà, donc ça c'est les 2 événements importants, mais il se passe beaucoup de choses en France. Il y a des maisons de la poésie qui se créent en région. Il y a beaucoup de libraires qui commencent à faire des lectures. Ça, c'est une chose qui a beaucoup changé, par exemple, depuis 40 ou 50 ans. C'est qu'avant, il y avait assez peu de lectures publiques, et aujourd'hui, il y en a un peu partout. Et aujourd'hui, même quand on publie un auteur, pour lui, c'est presque impossible qu'on fasse pas de lecture, quoi. Et ils veulent mais lire eux-mêmes les poètes, hein. Donc ça, c'est quand même un phénomène assez nouveau depuis une quinzaine d'années, quoi. Et ça va en s'accentuant. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était un exercice pas facile, merci beaucoup de nous avoir donné comme ça une vision un peu plus claire. Et justement, oui, vous parlez de la variété, hein, des voix poétiques. Dans tout ce que vous dites, moi j'entends quand même beaucoup une belle dynamique, hein, autour de la poésie contemporaine, et bon, qui peut-être même s'accentue ces dernières années. Et alors justement, on a 2 poètes ce soir avec nous, et qui ont chacune leur voix et qui sont probablement complémentaires. Vous disiez travailler en réseau. Je sais que vous animez des ateliers d'écriture ensemble ou séparément ou avec d'autres. Enfin, il y a effectivement une collaboration, une entraide, un faire ensemble ou un écrire ensemble qui se met en place, et c'est très joyeux. Qui veut continuer? Florentine, Alban? Alban? Alors, pour la lecture, on va faire la lecture. Ouais, très bien. Le micro, Alban.
Alors en fait, je vais vous lire ce petit poème qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez un... Hop, oui, je ne voulais plus dire petit, mais là c'est quand même... c'est quand même un petit éditeur qui fait des livres à la main. Voilà. Donc c'est des objets un peu cousus main. On vient au monde, mémoire perdue, il nous faudra une vie entière, peut-être, pour nous souvenir de tout. En chemin, parfois, on perd nos papas, nos repères, on sourit à la place de pleurer, nos chagrins se transforment en colère, en question. Quoi d'autre? On perd le fil. On ne dit rien à personne de ce qui se trame à l'intérieur, pas même à soi. Et aux aimés, on parle d'autre chose. On transforme nos étoiles en chaos noir. On se dit qu'on ne la vaut pas de toute façon, la lumière. On saute pieds joints dans les puits. On prend des risques, on se dit qu'on aime ça et au diable tout le reste. On continue d'avoir un cœur. Comme un tambour, on continue de voir toutes les couleurs. Pendant que des amis viennent et nous aiment et nous accrochent des parachutes sur le dos. On ne veut rien entendre, mais ils insistent. La vie insiste. Le soleil ne renonce pas à se lever. On ne peut pas toujours faire la sourde oreille. On se souvient qu'on aime danser, écrire et dessiner. On se souvient qu'on aime aimer. On se remet en route, surpris de tenir à nouveau debout, plus fort d'avoir été fragile. Animaux ici tout près ou bien plus loin, depuis combien d'années-lumière êtes-vous là dans nos parages? Proies, prédateurs, gibier de chasse, bétail d'élevage, meilleurs amis, achetés, vendus, chanteurs, soigneurs, sages et humbles, rieurs et dignes, consolateurs, passeurs, passants, ne faisant même que passer. Animaux, quelque chose en nous sait qu'on se fait mal à vous faire mal et qu'à chaque massacre de vos peuplades et troupeaux, une part de nous souffre et meurt. Pardonnons à ceux qui en nous exploitent, chassent et exterminent. Fêtons ce qui déjà est en chemin, joyeux, certain. Toutes les lumières qui s'allument et nos consciences réveillées. Fêtons tout ce qui change, n'en déplaise à ceux qui résistent. Animaux, remercions toutes tes offrandes, viandes et peaux, tendresse à n'en plus finir, corps et âme. Aimons tes mille façons de vivre, tes sagesses, tes phéromones. Aimons baleines et éléphants, chevaux, oiseaux et crocodiles. Aimons cochons, loups et sauterelles, sardines et ours, poules et chiens. Aimons les meutes, les solitaires, les sauvages et les domestiques. Les doux, les grands, les féroces et les invisibles. Les immobiles et les coureurs. Poils, plumes, écailles, ce que vous êtes, ce que nous sommes. Soyons poissons, soyons ailés, soyons pieds posés sur la terre. Soyons nuages et soyons arbres, soyons humains. Carte du monde, dépliée, je fais l'inventaire des lieux où nous pourrions marcher ensemble, abrités par un brin d'herbe, un grain de sable. Nous commencerions des phrases penchées, tremblantes, debout. La lumière serait calme, nous écririons en braille sur nos bras, sur nos ventres. Dans le désordre de nos gestes, nous saurions rire de notre vieille tendresse que les barrages retenaient. Tu as raison, on ne meurt pas, et le mouvement des balançoires traverse nos cœurs, passe par des lacs. On essaie d'être des traits d'union dans des journées horizons. Si on ramasse toutes nos forces, planète ira, rebondissante, toucher le plafond.
Je tends l'oreille autour d'ici, des voix prononcent, d'autres répondent. Je me souviens de tes souvenirs et c'est un recommencement. J'emmène mon cheval avec moi. Quand arrivent les nuits noires, on s'en va regarder tourner les éoliennes, les manèges, les planètes, avec une provision de pépins sous les sabots, à planter si possible juste devant l'horizon. Alors, si on réussit à avoir tous les deux le courage du coquelicot, on aura encore des forces pour les jours à venir. Si le petit navire chavire, je me réveille, le tilleul sursaute et nous voilà embarqués au cœur de la tempête. Je laisse tomber mes moufles. On s'accroche comme on peut à ce qui passe. Les animaux appellent, rugissent, hennissent, mugissent, brament, beuglent, piaillent. Les animaux se taisent, se cachent, filent leur chemin, croisent le mien. Sous quel orage me suis-je endormie? J'aime ta compagnie, tes récits de grands voyages. Je suis là assez robuste avec un thé, et en chemin, notre amour se précipite sans répit pour le souffle. As-tu reçu mon colis de plumes? C'est l'automne, les mots tombent, le mot bataille, le mot sable. Tu enlèves la poussière sur de vieilles paroles, avec une inquiétude de petit bateau. C'est promis. Je ferai une réserve de tes baisers pour les soirs noirs. Coup de pioche dans l'obscurité, les levées de soleil reviennent. Alors, je vais vous lire des extraits de Pampille, donc, qui est sorti au mois d'avril au Castor Astral. J'ai commencé à écrire ce recueil pendant le confinement et le confinement a bouleversé ma langue, la syntaxe, la ponctuation. Donc il n'y a pas de ponctuation et ce sont des blocs de texte organisés comme des sortes de fenêtres ou finalement de cadres, un cadre dans lequel je pouvais encore respirer et trouver de la liberté. De la tête aux pieds manque un océan de confiance pour contenir le ruissellement et renommer les choses si longtemps contournées. Tu traverses l'existence réduite à un rôle social, prise au piège de l'héroïne que tu as créée. Une fiction impossible à jouer. En toi, une belle machine à produire des pampilles que tu écrases une à une en robe de réveillon. J'ai rêvé qu'au XVIIe siècle, je perdais ma perruque volée par une cigogne pour faire son nid. Elle me traînait au tribunal pour que je reconnaisse les petits. Je finissais ruinée, à peine de quoi acheter quelques vêtements usés et de l'ail au coin d'une rue dans une ville espagnole surchauffée. Sous ma jupe French cancan, des pensées inédites. Mon œil plisse et caresse leur tête gloutonne. J'ambitionne de traduire d'une main leurs désirs. Bien allumé entre les cuisses, je pédale à fond, surtout le petit sexe debout devant. Tourné vers l'instant d'après, on consolide les liens comme jamais. On a compris le risque de couler, compris qu'en nous reposent tous les autres pour toujours. En file indienne, les dominos, c'est pour bientôt. On joue sans score, sans pion, sans partie. On joue sans perdant ni gagnant, on joue à rien, en connexion avec tout. Le coude mouché en a déjà fait 3 fois le tour du nez. Grande fatigue. Les entrailles donnent l'alarme, cellule après cellule, la bohème se réveille. Dans tout le circuit, la faim monte en série. On ne peut pas manger juste un petit quelque chose. Si on commence, on a envie que ça continue. Alors mieux vaut finir et sortir fièrement du frigo. Crise d'enthousiasme, jamais entière dans la confiance. Je ramasse les pas perdus de celles qui, à la dérive, n'ont pas survécu. Sur le bout de ma langue, ne plus jamais passer la serpillière. Entre les dalles de la terrasse pousse un buisson de caoutchouc.
le même contre mes omoplates. Jamais fait l'union, jamais fait la force, dans le camp des vainqueurs et ses facilités, coups de pouce, ascenseur, parrainage et piston. Jamais eu de mission, jamais de matricule, jamais d'ordre à donner en criant « Vous êtes tous des PD ». Jamais été dans cette situation. De quoi ça parle? Les jours de nerfs trop vifs, on dort dans le marécage. On fonctionne humide et sans socle, mais on bâtit encore des cathédrales. Sur des lignes de partage, on rêve jusqu'à la mue. L'historique se réveille sous nos langues et dégage le ciel. On pousse nos barques à flot. J'ai aimé une forme noire carbonisée comme un mort qui rend la vie impossible. Les soirs d'équinoxe, ces ruades me perdent. Entre terre et ciel, j'entrevois une sortie par la porte de l'art dans un cheval en marbre rempli de rires d'enfants. Un aigle plane au-dessus, on voit l'autre versant. On peut essayer de parler tous ensemble. Vous n'hésitez pas non plus, bien sûr, à poser des questions. Donc, Alban, tu avais suggéré cette formule, la poésie, une langue qui vibre. Donc, peut-être tu as des choses à dire par rapport à ça. Et puis, après, donc, il y a aussi cette notion de vivre en poète aujourd'hui. Voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent d'ailleurs se mélanger, j'en sais rien. Je ne sais pas si vous avez des choses qui viennent par rapport à ça. On peut aussi aborder les deux questions. Voilà, je te laisse. Juste comme ça pour réagir, par rapport à la poésie, qui vibre, ce que moi je vois avec ça. Mais après, si vous avez des questions. Vibre, pour moi il y a un verbe qui est important justement en poésie, c'est vibrer, résonner, et justement ce qui n'est pas forcément dans le visible en fait, et ce côté pour moi la poésie c'est un peu comme une langue vivante, et un peu une langue où il y a la plus grande liberté et la plus grande créativité en fait, et comme si c'est tellement difficile de dire avec des mots finis quoi, parce qu'un mot c'est quand même un petit objet assez, c'est un petit outil très précis, moi la sensation que j'ai c'est que c'est tellement immense, il y a vraiment quelque chose de tellement plus grand qui cherche à se dire dans la langue, que la poésie pour moi c'est l'espace où c'est un peu possible, parce que justement il y a tellement une liberté dans cette langue qu'il ne s'agit pas seulement de sens, en fait, de sens, de construction, de syntaxe, on peut parler de ça, mais c'est ailleurs, en fait, que ça se joue, dans justement comme des petites caisses de résonance, en fait, comme ce qui se passe entre les mots, pas forcément dans ce qu'ils veulent dire, mais juste parce que quand ils sont à côté les uns des autres, il y a quelque chose d'autre qui se crée, une image qui vient résonner à l'intérieur, on ne sait pas trop bien pourquoi, et justement ça vibre, il y a quelque chose qui vibre et qui vient dire, qui tentait de dire quelque chose de plus grand, je sais pas, c'est pas très clair. Si, ça va. Et pour moi c'est important ce côté liberté, la poésie. Il y a la poésie et le poème. La poésie, elle déborde du poème. Il y a de la poésie dans les poèmes, le plus souvent, pas tout le temps. Mais il y a aussi la poésie hors des poèmes. Pour moi, c'est finalement une façon de créer, en fait, de pas répéter, de pas continuer à répéter ce qu'on sait faire depuis des siècles, en fait. Quelque chose comme ça. Tout à fait. Oui, ce qui vibre, c'est aussi ce qui est remué.
On a travaillé là-dessus aujourd'hui dans l'atelier d'écriture. Et je crois que le poète et la poète, c'est quelqu'un qui accepte de se laisser secouer, remuer. Et on fait de la poésie dans les livres, mais on fait aussi de la poésie, enfin, on porte aussi la poésie dans nos corps. Et la plupart des poètes le portent sur eux ou le portent dans leur voix, en fait. Et puis tu disais aussi qu'une langue qui vibre, c'est une langue qui a de l'épaisseur. Et les mots en poésie, ils pèsent des tonnes, en fait. Et donc être poète, c'est aussi être à l'écoute de cette épaisseur qui est aussi une épaisseur dans l'espace-temps. La poésie, c'est vertical, c'est pas une chronologie, c'est quelque chose qui va traverser des couches, qui va nous traverser aussi, et c'est ces mouvements de traversée. Et puis peut-être que je peux raconter, on peut parler de soi, bien sûr. Nous, à l'école, dans la méditation, on dit toujours, on parle de son expérience. Parce que j'ai une expérience physique de l'écriture, je ne vois pas comment je pourrais la porter autrement que dans le corps que j'ai. Et quand j'ai commencé à écrire de la poésie, ça a été à partir d'une expérience physique où j'ai rencontré un homme qui m'a bouleversée. C'est l'homme avec qui je vis aujourd'hui, ça tombe bien. Et au moment de la rencontre, j'ai attrapé une cloque dans la bouche, en fait. Et c'était une cloque qui ressemblait un peu à une méduse, un truc étrange. Donc ça part à l'analyse, il n'y avait rien de grave. Je change de médecin, j'en trouve un peu plus éclairé, un peu moins allopathe. Et il me dit, mais enfin, vous écrivez, essayez de chercher qu'est-ce que c'est que ce truc qui est dans votre bouche, parce que le truc ne partait pas. Donc je cherche, on me conseille de m'intéresser au transgénérationnel, je remonte dans la généalogie, et je trouve une arrière-grand-mère qui s'appelle Florentine comme moi, et qui a probablement eu une grossesse non désirée. Et j'avais commencé à écrire un recueil de poèmes qui est mon premier recueil, qui s'appelle Le Bubon. Et quand j'ai posé sur le papier que la cloque que j'avais dans la bouche, c'était probablement la grossesse non désirée de la grand-mère Florentine qui s'appelait comme moi, le truc a disparu. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Donc ça a été ma première expérience où le mot, en fait, est venu m'aider à faire sauter un verrou, à passer à autre chose, à me faire grandir. Et après, ça a d'ailleurs autorisé l'écriture de choses très, très libres, très fantaisistes, qui sont Le bûcher sera doux et L'année du pied de biche, dont je vous lirai des extraits tout à l'heure. Mais le poète, c'est aussi avoir un corps. Créer, c'est aussi avoir un corps. C'est les mots aussi dans le corps. Et puis c'est un souffle aussi. Tu peux en parler du souffle, toi? Je ne sais pas si je peux en parler parce que je suis un peu essoufflée justement de nature. Mais oui, pour moi, c'est aussi très lié à la respiration. Enfin oui, voilà, il y a quelque chose qui circule dans inspirer, expirer, donner, recevoir, se laisser traverser, restituer, traduire. Enfin quelque chose comme ça qui se passe quand on écrit. Et le poème, c'est comme si... Enfin, je dis que je suis essoufflée, c'est aussi dans l'écriture. J'ai l'impression que j'ai toujours besoin de m'arrêter et de repartir, en fait. C'est pour ça que mes textes sont souvent courts. Mais ouais, c'est une espèce d'être... de rapport au monde, en fait. Mais très avec son corps, mais aussi dans l'invisible, en fait. Et l'artiste, c'est celui qui est capable de faire de sa fragilité ou sa faiblesse une grande force, en fait. Les grands artistes, ils font de ce qui est le plus fragile chez eux quelque chose de fort, ils le mettent en avant et ils y vont à fond. Et donc toi, ton essoufflement, t'en as fait une force et tu t'en sers dans ton écriture, c'est devenu son rythme et sa cadence. Il y a un poète roumain qui s'appelle Gerasim Luca qui bégayait, et c'est pareil, il s'en est servi, il a fait bégayer sa langue, en fait. Donc c'est comment aussi on fait de ces particularités, ces fragilités, ces différences, des forces, et qu'en les offrant aux autres, on les autorise aussi à eux-mêmes se mettre à cet endroit-là, quoi. Oui, et toi, Florentine, tu travailles en plus beaucoup avec le corps, avec le yoga, l'hypnose. Enfin, je veux dire, tu cherches aussi de ce côté-là, oui, de la vibration. Oui, j'aime les expériences. Ouais. Alors bon, l'alcool pas trop et les drogues moyens. Donc le yoga et l'hypnose, ça amène dans des endroits intéressants. Mais surtout, c'est comme dit Michaud, l'espace du dedans. C'est comment agrandir l'espace du dedans pour trouver le monde à l'intérieur de soi.
Donc j'aime faire ces expériences-là. Et puis le poète, c'est aussi et la poète, c'est aussi le trait d'union entre la matière et l'esprit, vous voyez. Et se tenir à cet endroit-là, c'est intéressant. Et naviguer dans les interstices, dans les écarts, dans les entre-deux, dans ces espaces pas très définis. D'ailleurs, cette non-définition, on en parlera après, mais j'essaye de la tenir aussi dans la vie. Une de mes phrases préférées, c'est une phrase de René Daumal qui dit « Toute existence définie est un scandale ». Donc, voilà. Donc là, on entend bien que l'écriture poétique, c'est une pratique, et une pratique corporelle en plus, de ce que j'entends de Florentine, et même d'Alban avec le souffle. Est-ce que vous écrivez tous les jours? Est-ce que c'est une pratique quotidienne? Comment ça se passe d'écrire? Comment ça s'organise? Vas-y. En fait, pour moi, c'est plutôt par... comment dire? J'ai l'impression d'écrire tous les jours, tout le temps. En fait, pas seulement tous les jours, c'est un peu tout le temps. C'est pas seulement le crayon, le papier, les mots. C'est un peu quelque chose qui, voilà, qui intérieurement, ça s'agence, ça se... Après, au niveau vraiment plus concrètement de l'écriture, des poèmes, j'ai l'impression que c'est plus par cycle, par ensemble comme ça. Souvent quand je démarre quelque chose à partir des mots, le plus souvent à partir de, je sais pas forcément où je vais, enfin je sais pas du tout ce que je vais écrire à l'avance, donc je commence un peu comme ça dans l'inconnu sans savoir. Après, quand je commence à me rendre compte de là où je vais, ou de là où je commence à voir un peu ce que je suis en train d'écrire, là, à ce moment-là, oui, là je m'y mets tous les jours, parce que là c'est plus facile d'y revenir. Là du coup je suis dedans, donc là j'ai qu'une envie, c'est d'écrire toute la journée. Mais après c'est pas toujours possible, donc des fois, je suis un peu comme ça en apnée. Et après, une fois qu'il y a un ensemble de poèmes, par exemple, ou un livre, ou un projet comme ça, où j'ai l'impression que c'est un peu fini, ou que c'est quelque chose et tient debout, il peut y avoir une interruption, il peut y avoir Enfin, c'est plus difficile pour moi de me remettre dans quelque chose. C'est un peu, voilà, c'est un peu comme ça. Et en même temps, quand il y a quelque chose qui s'arrête, enfin voilà, il y a quelque chose qui recommence en fait à l'intérieur, et des fois plusieurs choses, et des fois c'est le bazar. Et voilà, c'est un peu comme ça. Puis après, il y a la vie aussi familiale, les enfants qui coupent les journées en tout petits morceaux, et aussi voilà. Donc c'est la vie avec voilà, les contraintes de la matière. Moi, je dirais que j'inspire tous les jours et puis j'expire sur la page, pas tous les jours, en fait. Et que pour écrire, j'ai besoin d'un cerveau disponible et d'un cerveau créatif. Et mon cerveau, il est créatif quand je suis détendue. Donc le stress et les crispations, c'est pas terrible. Je sais que certains ont besoin de tension pour écrire. Je l'ai cru longtemps. Que même une petite souffrance, ça pouvait être pas mal, ça pouvait être stimulant, mais en fait maintenant, c'est plus mon expérience. Mon expérience, c'est un cerveau vraiment détendu et pour moi un cerveau créatif. Donc il y a cette idée de donner du temps, de la disponibilité, d'avoir des heures creuses devant soi. Et donc j'essaie de réserver ces temps-là dans ma vie, d'avoir parfois un mois où il n'y a rien, si ce n'est l'écriture, et dans la solitude aussi, parce que si je veux trouver du neuf, c'est dans ces moments-là. Sinon, je vais rester en surface. Et comme disait Alban tout à l'heure, je vais être dans mon vieux jus et répéter des choses. Et ça vaut pas le coup. Puis il y a suffisamment de choses publiées aujourd'hui pour ne pas en rajouter. Voilà. Et puis, par contre, c'est vrai que quand il y a projet de recueil ou quand il y a un aimant qui articule le tout, là, il faut s'y coller. Et c'est du 24 heures sur 24 où on vit dedans, quoi. Enfin, moi, je vis dedans, je mange dedans, je m'en vais toute seule quelque part et puis je reste dedans tout le temps. C'est important ce que tu viens de dire, cette notion de neuf, qui est effectivement cette recherche on en a parlé ces derniers temps, mais vraiment
que ça ne t'intéresse pas finalement de refaire, quoi. Voilà. Oui. Et puis, je crois que la poésie, comme pour vous, la méditation, c'est une voie d'émancipation, en fait, une voie de liberté. Et la poésie, c'est traquer les surprises et ouvrir sans cesse à l'intérieur pour laisser surgir des choses nouvelles, en fait. Je crois qu'on est proche de ce point de vue-là. Oui, c'est pas sûr. Vous qui écrivez de la poésie, quel rapport vous avez à la lecture de la poésie? Comment vous lisez de la poésie? Est-ce que vous lisez, je sais pas, en analysant, en étant curieuse du style, ou est-ce que juste c'est avec le cœur et avec comment ça vibre justement? Et est-ce que vous lisez beaucoup? Est-ce que voilà. Oui, on lit beaucoup toutes les deux, c'est sûr ça. Vas-y, je prendrai la suite. Alors oui, on lit beaucoup on lit beaucoup de poésie aussi particulièrement. C'est vrai qu'il y a des revues, on est abonné à des choses, on reçoit des livres, on se lit. C'est aussi comme Jean-Yves disait, c'est aussi une grande famille d'amitié, de liens comme ça, les uns avec les autres. Donc on connaît un peu aussi le travail des autres, on se nourrit des univers, des écritures. Après, comment dire, il y a des poètes. Enfin, pour moi, il y a des poètes qui m'accompagnent, par exemple, depuis très très longtemps, qui sont toujours là aujourd'hui. Voilà, c'est comme des, ils continuent de m'accompagner. Il y en a d'autres qui m'ont beaucoup accompagnée à 20 ans, à 30 ans, et puis qu'aujourd'hui, je me sens un peu plus... ça parle moins, ça résonne moins. D'autres que je découvre encore régulièrement, à chaque fois, tous les ans. Il y a des choses comme ça qui sautent, qui vibrent tout de suite. Il y en a d'autres où il faut un petit peu de temps. Enfin, c'est un peu comme avec les gens, en fait. Et après, je dirais que, j'ai l'impression, moi, que plus ça va, plus c'est pas une exigence, mais disons que je me rends compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup de poèmes qui vibrent fort, qui résonnent, qui comptent. Finalement, ça va plus vite aussi. Je vois tout d'un coup s'il y a quelque chose qui va se passer ou pas. Je peux lire beaucoup de poèmes et puis en fait peut-être qu'il y aura juste un petit quelque chose qui va. Et c'est pas quelque chose forcément qui parle de quelque chose, d'un sujet qui m'intéresse. Et c'est pas forcément quelqu'un que je connais. C'est pas forcément parce que je comprends. C'est justement parce que y a une petite caisse comme ça de résonance. Ouais, je sais pas. Oui, je suis bien d'accord avec Alban. Et je crois que moi, j'ai besoin de lire des textes, des recueils dans lesquels il y a quelqu'un, en fait. Il y a une voix, et une voix qui est différente de la mienne, ou alors une fraternité, mais... Oui, et là aussi, quand Jean-Yves parlait un peu des écoles, pas des écoles, mais des familles, un peu entre ceux qui font les formalistes, qui parlent de la langue vraiment un peu conceptuelle, des expériences sur le langage, déconnectées de la vie, de l'expérience intérieure, de l'humain, et puis de l'autre côté plus le lyrisme, l'émotion, etc. Moi j'ai l'impression que j'ai besoin un peu d'un équilibre entre les deux. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un aussi, comme dit Florentine, j'ai vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un, une expérience, une intériorité, un rapport au monde comme ça singulier. Et à la fois, j'ai besoin aussi que la langue, elle soit inventive et qu'elle me surprenne et qu'il se passe que j'ai jamais lu ça dans cet état-là, quoi. Donc, j'ai un peu besoin de... Et ça, on le voit tout de suite, en fait. Ouais. Il n'y a pas besoin de lire 10 pages. Ça saute aux yeux. Jean-Yves, vous avez aussi cette expérience quand vous prenez les manuscrits, quand vous oui, parce que... parfois tomber vraiment sur une nouvelle voie, Parce que oui, les manuscrits, c'est toujours difficile de dire ça en public, mais très souvent, on lit les 2 premières pages, 2 pages au milieu, 2 pages à la fin.
Mais, en général, je lis très 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 bien les 10 premières pages. Et si je suis pas rentré dans un univers, dans quelque chose qui m'interroge, qui m'interpelle, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je pense pas que la page 77 sera plus passionnante que la page 5, en poésie, je parle. Enfin, en roman, c'est un peu pareil. Mais ce qui est formidable avec la poésie, c'est qu'on rentre ou pas directement dedans. Et ça, c'est formidable, parce que déjà, dès le premier poème, 99%, on sait que ça va pas le faire, quoi. Au contraire, il y a un écho. Ouais, ou alors on se dit ah ouais, quand même, hein. Parce que par exemple, voilà, il y a 5-6 ans, j'arrive au bureau et on me dit dis donc, ça s'est empilé les manuscrits, là, il faut quand même que tu t'en lises pour qu'on fasse le tri, parce que là ça va plus. Je dis oui, mais enfin là j'ai plein de trucs à faire. Bon, je vais en lire, mais ça va aller très vite, hein. Et puis je commence, et puis dire j'arrive ça fait une demi-heure que tu lis le même manuscrit, là il y a un problème. Alors je dis ouais, mais là il se passe quelque chose, il se passe tellement quelque chose que figurez-vous que l'auteur il a 17 ans. Donc en général quand on reçoit un manuscrit, voilà, j'ai 17 ans, j'écris de la poésie, bon on est content, on se dit voilà, un jeune qui écrit de la poésie, super, mais il sera sûrement prêt dans 5-10 ans peut-être. Mais là, j'avais jamais vu ça, quoi. Je dis, c'est pas possible d'écrire ça à 17 ans, que ce soit aussi parfait, qu'il n'y ait pas un mot à changer, que ce soit une langue nouvelle. J'avais jamais lu ça. Et pourtant, j'en ai lu en 48 ans. Donc le premier réflexe a été de l'appeler. Je dis c'est pas possible, c'est quelqu'un qui écrit en disant qu'il a 17 ans. Donc finalement j'ai fini par convoquer le type, et moi c'est peut-être la plus belle rencontre que j'ai fait en poésie en 48 ans. Et donc on a publié ce recueil et il a eu le prix Découverte Apollinaire, ce qui est le prix le plus important qu'on peut avoir quand on est jeune. Et puis là, il a moins de 25 ans et on a déjà publié 3 livres de lui, quoi. Donc c'est sûr que c'est un auteur qui trouvera jamais un public très large, hein, parce qu'il a un côté un peu formaliste quand même. C'est Alexandre Bonnet-Terril, il s'appelle. Mais j'ai jamais vu quelqu'un habité par l'écriture à ce point-là, quoi. C'est démentiel. Et maintenant, il lit ses poèmes par cœur, mais parfois c'est des poèmes très longs, très complexes. Et il les sort avec une diction. Il prend des cours de théâtre en plus, et il est extrêmement impressionnant. Donc voilà, si vous pouvez lire Alexandre Bonnet-Terril, vous ferez une découverte. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Si, mais ça dit bien ce qui peut se passer, c'est quand il y a un écho, où là, il y en a, il y en a pas, voilà, et que c'est assez rapide. Ouais, parce qu'on se rend compte qu'on rentre une nouveauté, ou une nouvelle voix. On se rend compte qu'il y a une aventure, quoi, dans un manuscrit. Si dit, le manuscrit, le poème de la page 11, il est chouette, mais alors celui de la page 1, la 15, il est nul, quoi. Et puis il faut aussi, dans un manuscrit, qu'on sente un projet global sur un livre, un bon livre de poésie, c'est pas allez, je mets les poèmes les uns après les autres quand je les écris, et puis on voit ce qui se passe. Non, en général, il faut réfléchir, il faut avoir un projet d'écriture sur un livre, hein, et ça, ce sont les meilleurs livres. Lecture, Molly, tu veux que je commence? Oui. Donc je vais vous lire des extraits de mes 2 précédents recueils, Le bûcher sera doux et L'année du pied de biche. L'année du pied de biche, vous voyez pourquoi? L'astrologie chinoise, l'année du rat, l'année du tigre, l'année du pied de biche, bon. Je commence par Le bûcher sera doux, publié à la Rumeur Libre. Désordre ordinaire. J'ai numéroté les fraises, décongelé les bougies, changé l'air des fleurs. Je me suis verni les oreilles. J'ai réchauffé les mots de la veille, recompté les tâches tenaces, pris rendez-vous chez l'horloger pour mes retards. J'ai épongé la voiture. Les enfants sont mal garés. Les assiettes pour les mains ne tiennent plus sur l'étagère à pied. Le four klaxonne. J'ai fermé les ongles avant la nuit. J'ai mis de la crème au navet. J'ai fait ce que j'ai pu.
interdit. Manger plancton, plasma, popcorn, manger patate, paella, manger tout ce qui commence par P, sauf papa. Mémoire. Parfois, je suis une chose venue d'un autre siècle. Un mannequin sur une chauffeuse qui réclame une place en vitrine pour montrer ses dentelles, un tablier de ferme cousu de trop d'enfants, une aiguille qui défait les générations. Je suis aussi une brosse en métal qui sait comment lustrer le diable pour le rejoindre au firmament. Il fait un petit peu froid. On va un petit peu rentrer dans notre petite maison. On fera un petit feu. On préparera un petit repas. On parlera de nos petits projets. Le mien, c'est de tout faire péter. Extase. J'entends Dieu qui parle à Dieu à travers moi. Les grosses mains. De grosses mains me caressent, des mains propres et sans épines, des mains qui connaissent le corps humain, savent où sont les os, des mains qui ouvrent et ferment les portes sans les claquer, des mains, puis des bras et des épaules, un menton, et au milieu du visage, oh, un groin verdâtre. Tout pour être heureuse. Si je te donne tout, tu le mangeras? Non. Tu me le rendras? Non. Tu en feras quoi? Des colliers de pâtes et des problèmes à l'adolescence. Question. C'est bien moi qui respire ou c'est l'homme qui respire à travers moi ou c'est Dieu? C'est bien mon corps qui porte la vie ou c'est grâce à l'homme ou grâce à Dieu? C'est bien l'homme qui fait n'importe quoi ou c'est Dieu ou c'est moi qui laisse l'homme et Dieu faire n'importe quoi avec moi? Clic. J'ai trouvé le commutateur pour faire tourner la Terre plus vite. Touche. Il est entre mes cuisses. J'ai pêché une jambe de géante plaquée or. Elle a bousillé mon filet en le prenant pour une résille. Je replonge en espérant remonter le pied qui va avec et finir mes jours au soleil. Ça vaudra une fortune, pas comme ces petits corps migrants qu'on prend tous les jours et qu'on nous demande de remettre à l'eau immédiatement. Fraternité. Einstein et son frère Newton et son frère Volta et son frère Thomson et son frère Tesla et ta sœur, toujours sur la Lune? Colomb et son frère Vasco et son frère Monod et son frère Cartier et son frère Étienne et ta sœur, perdus dans les glaces? Mozart et son frère Beethoven et son frère Schubert et son frère Chopin et ta sœur à la baguette? Descartes et son frère Hegel et son frère Deleuze et son frère Camus et son frère Ricoeur et ta sœur? Et puis un petit peu de l'année du pied de biche. Ça va? Ouais, le temps. Monoculture. Une blague salace, on laisse filer. Une main aux fesses, on laisse tomber. Un SDF sur le trottoir, on ignore. Des noyés, on s'y fait. Inégalité de taux, de peau, de genre, on sait. L'insupportable sédimente, bientôt plus rien ne pourra pousser. Au square, des hommes en cravate réclament des miettes aux petits oiseaux. Allongé sur un banc, je fixe le soleil pour faire mûrir mes yeux et les préparer à regarder la fin en face. Je suis, tu es, nous sommes un soleil parmi d'autres soleils, mais on est tous un peu fatigués. Climatique. Quand les abeilles, les hirondelles et les renards reviendront, la Terre sera partie.
J'ai les poumons comme deux banquises. Personne à bord pour respirer. Je me secoue. Vague, haut le cœur. J'ouvre la bouche et crache une bouée. Haute tension. En voiture, je change souvent de passager. Il y a ceux qui pâlissent sur les dos d'âne, ceux qui vomissent dans les virages, et ceux qui gémissent quand je double un camion en décrochant le téléphone. Je réponds toujours au téléphone. Mon animal de compagnie n'est pas un cheval, un chien, une chenille. Mon animal est un chute. Quand il jappe, je me tais. Je vous écris d'ici, nord-est de Nantes, ciel épais au-dessus, les deux pieds posés plats sur une terre qui grogne. Je vous écris de l'eau, vague ou rivière apaisante même si. Je vous écris de mes îles, au silence peuplé d'abeilles. Je vous écris de mes nuits, bottes de 7 lieues à toute vitesse. Je vous écris des prés, chardon, ortie, feuilles de carotte, une hirondelle dans les bras parce que le monde pique, maman. Je vous écris planté là, sous la pluie, d'hier et d'aujourd'hui. Je vous écris depuis les bêtes réfugiées, dans les cœurs transportés, malmenés, depuis longtemps, longtemps. Je vous écris pensive de la table d'à côté pour vous dire que d'ici, vos vies me paraissent idéales. Je vous écris d'un cheval qui en appelle un autre dans le soir impeccable. Je vous écris de loin sans faire trop de bruit. Je me rapproche de vous. Je vous écris le soir, chouette et frais, chauve-souris, du grand parasol bleu qui cache les étoiles. Je vous écris d'un arbre, tout en haut, attentive à retrouver ma route. Je vous écris de Saint-Liphard, tristesse bien sûr, et moi aussi, et de ma grand-mère qui n'a pas disparu. Je vous écris penché d'une table presque ronde, cri de corbeau dans le noyer secoué. Je vous écris d'en bas, chaise et vin blanc, sourcils froncés pour une conversation difficile. Je vous écris de ma langue, tais-toi, écoute les bruits du monde. Je vous écris de la vie que je mène, trembler, sourire, etc., dans le souvenir et l'attente de toutes les autres. Merci à toi, petit et cher cheval blanc dont je n'ai pas su entendre toutes les inquiétudes. Petit cheval blanc des promenades sans sel, entre les vignes, entre les arbres, dans la campagne et jusqu'au bord de la mer. Petit cheval de ma vie, jamais très loin de mes maisons, toujours un peu fuyant, secret, solitaire, toujours un peu ailleurs. Et moi, étais-je là? Petit cheval dans ma tête, cœur et corps, frère d'âme. Petit cheval blessé, condamné, puis guéri. Petit cheval miracle, tellement léger, entre mes mains, mes jambes. Petit cheval ailé, toujours prêt à galoper, gris souris, gris pommelé, gris nuage, et puis tout blanc. Petit cheval s'éclaircissant avant moi, sur le fil de nos années. Toujours là, dans le pré, petit cheval transparent, devenu arbre, devenu ciel. Petit cheval plume, à qui je parle et que j'entends. Merci à toi et vole, galope maintenant, délesté de la terre, délesté de la peur et délesté de moi. Chère Alouette, sais-tu qu'on prononce déjà ton nom dans nos enfances d'ici? On ne te connaît toujours pas. La chanson était cruelle, je me souviens, banquette arrière de la voiture, des fous rires à la répéter en boucle, promettant de te plumer des pieds à la tête. Aujourd'hui, je te sais oiseau de chair, d'os et de voyage, départ tardif, retour précoce, avant que le printemps ne chauffe, comme je comprends tes petites migrations. Toujours un peu pressé d'aller venir, tu déposes tes œufs en vitesse et tes petits, peu leur importe de ne pas encore savoir voler, ils quittent le nid. Puis ils se cachent dans le grand monde, tu les retrouves. Te rappelles-tu des oiseleurs qui te mettaient en cage pour t'écouter chanter,
Pressens-tu les menaces et les comptes à rebours? Bien sûr, tu sais qu'il n'y a pas de temps à perdre, que la vie va vite et qu'il faut la vivre bien réveillée. Alors peut-être qu'on peut parler de vivre en poète aujourd'hui, ce qui quand même est, dans votre cas, assez passionnant, et voilà, avec des expériences toutes les deux assez singulières. Jean-Yves aussi, parce que finalement, vivre en poète, pour vous, visiblement, c'est aussi être éditeur, d'une certaine manière. Et puis, Florentine a fait un choix très particulier, celui du nomadisme, donc c'est quand même intéressant. Et elle n'est pas toute seule à faire des choix assez radicaux dans les jeunes poètes voilà, actuellement, et les femmes notamment. Et puis Alban qui a une vie différente, plus près de la nature. Et voilà. Je vous laisse la parole, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment très important parce que je voulais juste ajouter, ça me paraît important parce qu'à travers tous les poètes que je peux rencontrer dans le métier, peut-être Jean-Yves peut partager ce que je dis, il y a toute une génération de poètes, et qui étaient pas mal des hommes, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, qui, parce que c'est l'époque, c'est comme ça, avaient donc une femme, des enfants, un métier, souvent ils étaient profs. C'est en fait les femmes qui s'occupaient des enfants de la maison, ils avaient leur boulot de prof, ils écrivaient pendant les temps libres, les vacances, voilà, et quand ils pouvaient. Et puis là, je vois une génération de jeunes femmes qui décident de ne pas faire d'enfants, de se consacrer à la poésie, de faire des choix qui souvent les amènent à vraiment une vraie précarité. Enfin voilà. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui a basculé ou qui est différent des générations des Louis Dubout, enfin voilà, de toutes ces générations. Voilà. Je ne sais pas si Jean-Yves peut faire le constat de ça aussi. Ça a beaucoup changé depuis les années 75-80. Je me souviens dans les premières années, effectivement, à un moment, on se dit, les 4/5 des auteurs qu'on publie, ce sont des hommes. C'était involontaire, et c'était un constat. Ouais. Et on s'est rendu compte que, en fait, je ne veux pas dire le chiffre, je ne le sais plus, mais peut-être qu'on recevait 15% de manuscrits de femmes. Donc on risquait pas. Il y a un moment, c'était mathématique. Et ça, donc on n'arrivait pas à trouver. C'était très difficile de trouver des livres de femmes à publier. On était désolé parce qu'il y avait des femmes dans l'équipe aussi. Puis même moi, ça me choquait. Et ça a beaucoup changé au fil des ans. On s'est rendu compte que le pourcentage de manuscrits de femmes n'a cessé d'augmenter. Et peut-être même qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas encore moitié-moitié, mais on ne doit pas en être loin. Donc ça, c'est un phénomène très, très, très nouveau. Et on remarque aussi, surtout dans la jeune génération, il y a plus de femmes qui se font remarquer que d'hommes. C'est là où il se passe les choses les plus intéressantes, les plus passionnantes, les plus novatrices, les plus dynamiques. Et donc là, c'est depuis une dizaine d'années, il y a vraiment peut-être une trentaine de poètes femmes importantes, dont l'œuvre se crée et est très remarquée. Par exemple, nous, on a publié, évidemment, c'est un cas exceptionnel, mais quand même, c'est un cas qui existe. On a publié le premier livre de poésie de Cécile Coulon. Donc Cécile Coulon est romancière, mais quand on a pu, elle était déjà remarquée, mais elle avait 30 ans. Même pas d'ailleurs quand on a publié son premier recueil. Et donc on publie son premier recueil et elle a eu le prix Apollinaire. Ce qui n'arrive jamais parce que, déjà, il n'y a pratiquement que des hommes qui l'avaient eu jusqu'alors. Et surtout, c'était des hommes qui étaient plutôt... pas en fin de carrière, mais disons des hommes dont l'œuvre était déjà très, très assurée.
Et là, pour un premier recueil, c'était une femme de moins de 30 ans. Là, je peux vous dire qu'il y a eu un peu un scandale quand même dans le milieu de la poésie, parce que ça n'a pas été forcément très très bien vu. Et comme avec le Goncourt, là, ouais, le Goncourt de la poésie aussi, ouais, Laura Vasquez. oui, pareil. Donc, et donc, en fait, ce qui s'est passé en plus, c'est qu'il y a eu, elle a rencontré un public. Pour un premier recueil, on en a vendu 32 000. Donc, pour un premier recueil de poésie, je peux vous dire que ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, ça a créé aussi des jalousies, parce que on dit, ouais, elle passe à la télé, elle vend beaucoup, elle est jeune, jolie, dynamique, elle a des chroniques à France Inter, tous ses livres sont en poche. Donc voilà, bon, elle c'est le cas extrême, mais il y a d'autres jeunes auteurs femmes ou autrices qui trouvent un public assez conséquent aujourd'hui, et ça c'est important. Par exemple dans l'anthologie là, je suis pas loin de la parité quoi entre femmes et hommes. Alors si j'avais fait ces anthologies là il y a 25 ans, il y aurait eu 80% d'hommes et 20% de femmes quoi, en étant objectif. Donc là, il se passe quelque chose de très très nouveau et de passionnant actuellement à ce niveau-là. Alors, vous nous parlez de votre manière de vivre en poésie. Si vous voulez. C'est une question qui s'est posée, oui, assez vite, parce que comment faire pour vivre, écrire et vivre d'écrire, etc. Et c'est vrai que... moi, je me suis rendu compte en fait que si je faisais vraiment quelque chose d'autre à côté d'écrire, c'était difficile. Ça devenait compliqué en fait de trouver justement l'énergie, la place, le temps d'écrire, parce que c'était pas quelque chose qui se faisait comme ça dans un temps séparé. Et finalement, petit à petit, ça fait maintenant 35 ans, je m'étais intéressée un peu aux ateliers d'écriture, justement, et j'ai fait le choix de vivre d'interventions autour de l'écriture. Donc, ça peut être aussi bien des ateliers d'écriture que des lectures publiques, que des formations poésie pour des enseignants, il y a plein de toutes sortes d'interventions dans des milieux scolaires, etc. Et pour moi, c'est un équilibre, c'est un bel équilibre, c'est entre justement la solitude d'écrire et puis aussi les rencontres, les déplacements, c'est deux temps qui se nourrissent l'un l'autre. Alors c'est vrai que c'est toujours compliqué. En fait, je parle d'équilibre, en fait, c'est toujours un peu un déséquilibre, mais en même temps, non, je suis consciente aussi du cadeau que c'est, en fait, d'avoir cette liberté-là, même si effectivement, il y a des incertitudes, parce que c'est jamais pareil dans l'année, en fait. Et effectivement, au mois de mars, il y a le printemps des poètes, donc il y a beaucoup d'invitations et on est souvent sollicité pour des rencontres, des lectures. On va, d'est en ouest et du nord au sud. Et puis après, il y a d'autres mois où il se passe pas grand-chose. Mais justement, c'est aussi la chance de pouvoir. Et puis, moi, il y a pour moi, c'est quelque chose qui est important aussi dans cette façon de vivre, c'est vraiment la diversité des lieux et des gens rencontrés. Parce que c'est vrai que d'aller dans une école primaire, maternelle, dans une prison, dans un hôpital, c'est vraiment à Marseille, à Lille, au fin fond d'un village en Bretagne. Il y a vraiment. Je pense que c'est vraiment une chance d'être nourri de autant de monde comme ça. Et après, c'est toujours aussi la difficulté du temps d'écriture, parce que forcément, il y a toujours 10 000 choses à faire avant d'écrire. J'ai du mal comme Florentine, j'ai du mal à m'extraire. Moi, je suis pas nomade, je suis assez... ouais, c'est assez l'inverse. Alourdie avec des animaux, des arbres... une maison. Donc, c'est toujours compliqué pour moi de partir. mais en même temps, c'est un endroit aussi où c'est un peu un abri et d'écriture aussi. Donc, voilà. Et moi, depuis une douzaine d'années, j'ai choisi une vie nomade. J'adore les lieux, donc j'aime beaucoup me déplacer de lieu en lieu, manger dans une nouvelle assiette, avoir une nouvelle salle de bain, un nouveau lit.
Donc c'est soit des lieux qui m'accueillent en résidence d'écriture, soit des lieux que je loue pour mes propres résidences. La vie nomade, ça n'empêche pas l'amour, puisque j'ai un compagnon, mais on ne vit pas ensemble au quotidien physiquement, même si on est au téléphone et ensemble. Et finalement, c'est aussi réinventer ça, le couple, les relations. Donc j'ai une vie équilibrée entre les temps toute seule, haute solitude, les temps tournés vers les autres, de transmission, d'atelier, et puis les temps aussi à deux, et ça me va bien, c'est une belle vie. Et alors je reviens sur le mot de précarité, parce que pour moi, c'est pas du tout la précarité en fait. Je parle pas d'un point de vue financier. La précarité, ce serait de vivre dans une vie qui serait pas en accord avec ce que je suis justement. Donc j'ai inventé la vie qui correspond à ce que je suis dedans. Ça a pris du temps, mais voilà, c'est le courage d'être soi en fait. Mais avant d'être soi, il faut capter ce que ça veut dire d'être soi. Je voulais vous donner une image aussi, c'est que c'est comme si j'avais décidé de naviguer avec un bateau à voile plutôt qu'un bateau à moteur en fait. Et je suis bien quand je suis sur mon bateau à voile qui me permet d'ajuster en fait sans cesse la direction pour rester dans cette diversité, dans cette liberté et dans cette émancipation tout le temps. Parce que se libérer, c'est un gros effort, mais rester libre, c'est encore plus difficile en fait. Et puis, tu veux que je parle de ma résidence chez Monsieur Dubélé? Ah bah allez. Ouais. On fait ça maintenant. Et puis après, tu feras une lecture à la fin. Ça sera ma lecture. Ça va? On peut faire ça? Ça va? Ouais, c'est pas très long. Alors, oui, parce que les résidences d'écriture sont quand même très importantes dans cette logique aussi économique. Alors récemment, j'ai mis en place un dispositif de conversation poétique. J'ai commencé sur les chantiers Nazaire à Saint-Naval. Les chantiers Nazaire. C'est poétique. Les chantiers navals à Saint-Nazaire. Donc j'avais posé 2 chaises devant le paysage, invité quelqu'un à s'asseoir à côté de moi, et proposé de regarder le paysage comme si c'était une sorte de rêve, trouver une porte d'entrée, basculer ensemble, associer, trouver des images, des visions, préciser, aller au-delà des clichés et faire surgir de soi et donc de l'autre des images singulières, partageables, où on s'aperçoit que ce qu'il y a de plus intime finalement, c'est aussi ce qu'il y a de plus partageable, et quand on offre le plus intime et que l'autre le reconnaît, c'est très, très beau et très gratifiant. Donc j'avais mis en place ces conversations poétiques, j'en ai fait une centaine sur différents territoires, à Saint-Nazaire en Normandie, et puis l'année dernière, sur les conseils d'Alban, j'ai postulé pour une résidence dans le château de Joachim du Bellay. C'était les 500 ans de Joachim du Bellay. Je dis à Alban, 500 ans du Bellay, tu penses qu'ils vont prendre une nana qui fait des conversations poétiques et qui écrit Le bûcher sera doux. Donc tu m'as dit que ça valait le coup d'essayer. Donc j'ai déposé une candidature avec 2 axes. Un axe de conversation poétique dans les ruines du château de Du Bellay avec les habitants. Et puis un axe de conversation poétique avec moi-même, parce que finalement toutes ces conversations faites avec les autres avaient fait naître une voix intérieure et que ça m'intéressait de dialoguer. Et on en vient à la phénoménologie, c'est-à-dire de poser un regard sur le monde poétique, avec en arrière-tête cette phrase d'Éluard qui est « il y a un autre monde, il est dans celui-ci », et de s'autoriser à regarder quelque chose en se disant « on m'a dit que c'était ça, mais peut-être que moi je vois autre chose, peut-être que j'ai le droit de dire que c'est autre chose, et que peut-être la poésie c'est aussi un outil de connaissance du monde, au même titre que la science, pourquoi pas ». Donc c'était mon postulat. Donc j'arrive chez Joachim, on me dit c'est les 500 ans, merci d'écrire un texte en hommage à la poésie de Du Bellay. Vous aurez dans la salle les amis de Joachim du Bellay. Donc voilà, légère pression, je détourne la consigne, je décide de rédiger une lettre. Donc, cher monsieur Du Bellay, votre barbe est encore très à la mode. J'avais regardé des petites gravures, il a une petite barbe qu'on retrouve chez certains jeunes hommes. Mais votre poésie mériterait quelques petits arrangements. Donc là, je me permets de lui donner des conseils, un peu comme je fais un atelier d'écriture. Il y a beaucoup d'adjectifs, des éternels notamment, peut-être qu'on pourrait alléger. Peut-être que la rime, c'est chantant, et l'alexandrin, c'est beaucoup de travail, mais ça ronronne un peu, il y a un effet fabriqué. Le lecteur d'aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est participer. Enfin, voilà, je transgresse un peu. Accepté en résidence, il faut quand même Oui, j'avais été.
avant. C'était avant. Donc tout se passe très bien. Donc ça c'était au mois de juin. Il y avait 3 mois d'attente avant le démarrage de la résidence. Et puis avec cette lettre et cette façon de m'adresser directement à Joachim du Bellay, je me dis, si mon livre, c'était un livre de conversation poétique entre Florentine Rey, 21e siècle, et Joachim du Bellay, 16e siècle, ça aurait plus d'allure. Pour un éditeur, ce serait plus vendeur. Donc, je pars sur cette idée. Et puis, je me dis, j'extrapole encore, à la sortie du livre, si j'arrive à mettre en place une voix haute, Florentine Rey, et une voix autre, Joachim du Bellay, ce serait super. Et je pense à la ventriloquie. Et depuis que je suis gamine, la ventriloquie, ça m'intéresse. Puis la ventriloquie, c'est le corps, c'est la voix du ventre. Je regarde la ventriloquie, c'est considéré comme un des arts du cirque. Et la première règle dans le cirque, c'est au début de la création du cirque, c'est les mots sont interdits. C'est pour ça qu'ils ont développé les agrès, les animaux et tout ce qu'il y avait autour. Et la ventriloquie, c'est la façon de transgresser la règle des mots sont interdits. Donc ça m'intéressait beaucoup. Je vais voir une ventriloque, je passe 2 jours avec elle, elle me transmet tous ses outils. J'avais choisi quelqu'un qui avait compris que je voulais pas de poupée, parce que les ventriloques, ils ont une poupée, ils sont de profil, vous êtes concentrés sur la poupée, et puis ils choisissent leur vocabulaire. Genre papa peint dans les bois, le ventriloque, jamais, vous voyez, parce que les P et les B, c'est les lettres les plus difficiles à placer. Et moi, je voulais manifester cette voix intérieure. Donc, je passais 2 jours. Ensuite, je travaille beaucoup jusqu'à mon retour chez Joachim du Bellay en octobre. Et voilà, donc Joachim du Bellay s'est glissé à l'intérieur de moi depuis le mois de juin l'année dernière. On cohabite tous les deux, on est en train d'écrire un livre de conversation poétique. Et je l'ai prévenu qu'il y avait une soirée ici. Donc, je vais l'appeler, puis on va voir si ça peut se passer comme il faut. Puis on a prévu de lire un petit extrait du chantier qu'on est en train d'écrire. Je peux mettre la boîte dans ma poche? Pardon? Ben, je crois que c'est filmé là-bas. Je préfère que ce soit filmé pro plutôt que... Avec l'iPhone, des fois, ça donne des trucs un peu bizarres. Puis Joachim, la technologie, c'est pas trop son truc. Bon. Attends, je m'en pense bête, parce que des fois, ça donne des trous de mémoire de cohabiter avec un type qui a 500 ans. Joachim? 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 J'arrive. Pourquoi tu es toujours si tressé? Ton 21e siècle, il est tressé. Au 16e siècle, on prend le temps. D'ailleurs, je voulais venir à cheval avec Florentine. Mais Nadine n'a pas voulu. Elle a dit qu'on allait être trop en retard. Et Nadine, elle n'aime pas être en retard. Je ne me suis pas présentée. Je suis Joachim du Bellay, le grand poète du XVIe siècle. Je me suis glissée à l'intérieur de Florentine au mois de juin. Ce n'est pas très confortable. Vous entendez? Ça me fait une voix de fille. Ça m'agace. Et il faut que je tousse Nino hors de sa douche. C'est maladroit, peut-être un peu ridicule parfois. Elle est obligée de regarder son pense-bête. Joachim, si ça ne te convient pas, tu n'avais qu'à trouver un autre corps. Oui, mais je cherchais un corps petit et chétif qui corresponde au corps que j'avais au XVIe siècle. Et puis j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de potentiel à être dans le corps d'une femme aujourd'hui, surtout dans la poésie. D'ailleurs, l'éditeur l'a dit tout à l'heure. Bon, Joachim, est-ce que tu es d'accord pour qu'on explique un peu comment on travaille et qu'on lise quelques extraits du livre qu'on est en train d'écrire? Je suis d'accord, mais je voudrais être tout seul sur la couverture. Ah ben, Joachim, tu ne peux pas vouloir collaborer avec une femme et être tout seul sur la couverture. Bon, alors on va vous raconter... Attendez, c'est pas fini. On va vous raconter comment on travaille. Donc, on fait des conversations poétiques. Donc, on regarde les choses et puis on essaye de les emmener ailleurs. Alors, par exemple, si je regarde ces projecteurs-là avec les clapets. Joachim, si on regarde les projecteurs avec les clapets, là, ça te fait penser à quoi, ça, ces clapets avec le noir? Il y a un truc qui ne va pas?
Cette technologie, je comprends rien du tout. Moi, j'avais de la musique et des musiciens quand je montais sur scène. Et je récitais une étoile éthique avec Thiers de Ronsard. Donc Joachim, ça te fait penser à quoi ces clapets? Et surtout ce noir, ces projecteurs noirs. De la colère. Alors ça peut être de la colère. Et moi, ces clapets noirs, ça me fait penser un peu comme des baffes, comme ça. Alors je me dis, c'est peut-être des distributeurs de baffes. Et si on veut savoir ce que ça fait que se prendre des baffes, plein de baffes en même temps, on peut se rapprocher de ces trucs-là. Après, j'ai attrapé un sachet de thé dans la cuisine et j'ai demandé à Joachim à quoi ça lui faisait penser ce sachet de thé. Alors, Joachim, ça te fait penser à quoi ce sachet de thé? Ça me fait penser à quelque chose d'animal parce qu'il y a marqué éléphant dessus. Alors on peut imaginer que ça c'est quelque chose d'animal, un animal dont on n'aurait pas connaissance. Et puis il a un petit truc accroché à lui sur lequel il y a des choses écrites. Alors je me suis dit que c'était quelque chose d'important et de précieux pour lui. Alors c'est peut-être son journal intime en fait. Comme ça il a tout le temps sur lui, il ne risque pas de le perdre. Et puis il y a un autre objet qui est cet objet-là. Mais cet objet, Joachim et moi, on sait ce que c'est parce qu'on a déjà travaillé avec. Pourquoi tu as tout le temps besoin de te moucher? Parce que Joachim, j'ai un corps, moi, contrairement à toi. Alors cet objet, c'est le porte-parole des animaux. Il dit que les animaux nous détestent. Ils détestent ce que nous avons fait d'eux. Des proies, des domestiques, des steaks hachés. Un jour, les animaux nous voleront la parole. Ce sera pire qu'une coupure d'électricité. Ils n'auront pas l'intention de l'utiliser. Les animaux nous voleront la parole pour la faire disparaître. Il y aura des cimetières de paroles dans lesquels viendront s'éteindre les langues du monde entier. Les êtres humains ont raconté tout un tas d'histoires sur l'origine des espèces. Vous voulez savoir comment sont vraiment nés les animaux? Et toi, Joachim, tu veux savoir comment sont nés les animaux? Par exemple, la mouche. Comment est née la mouche? Je t'écoute. La mouche est née d'un éternuement. Quelqu'un a éternué et la mouche est apparue. Elle s'est multipliée, aussi contagieuse qu'un rhume. Et le loup? Le loup est né d'une ambiguïté. D'ailleurs, on dit entre chien et loup. Et le chien? Le chien est né de la niche. Vous entendez, il y a le mot chien dans le mot niche. Pour le requin, c'est pareil. D'un point de vue étymologique, en latin, requin, c'est re-chien. Re-chien. Re-chien, Joachim. Et la baleine? La baleine est née d'une dispute entre la mer et ses vagues. La brebis d'un frisson répété. La chèvre d'un défaut de prononciation. La vache d'un faux départ. Le coq d'une fausse alerte et la poule de la cuisse du coq. Dans le corps aussi, il y a des animaux. Autrefois, les sourcils rampaient sur des mousses avant de s'accrocher au-dessus de nos yeux. La moustache vivait avec eux, mais trop grosse pour grimper jusqu'aux yeux, elle s'est contentée de camper sous le nez. L'animal le plus évolué dans le corps, c'est la langue. Il a réuni tous les autres. Le corps humain est un lieu de rassemblement. Le corps humain est une utopie. Utopie! Utopie, Joachim. Utopie. C'était pour toi, les animaux. Et juste pour finir avec Joachim du Bellay, parce que ça paraît léger et rigolo comme ça, mais en fait c'est très sérieux cette histoire, parce que finalement c'est aussi la métaphore de la façon dont le sujet nous prend complètement physiquement et nous oblige à travailler à cet endroit-là, parce que c'était pas du tout prévu cette histoire. Et la ventriloquie c'est avec Joachim, je vais pas être ventriloque, sauf si ça se passe très mal et qu'il faut que je fasse des spectacles pour gagner ma vie, mais normalement ça devrait aller. Voilà, donc c'est ce projet-là qui a amené la ventriloquie. Voilà. Je vais finir par quelques... Ah oui, merci. Super, ouais. Merci aux pierres qui font des ricochets. Et merci à toutes les autres qui n'en font pas. Merci au bruit du vent dans la forêt. Merci aux gens qui doutent. Aux pandas équilibristes. À toutes les lunes de Jupiter. Aux nids d'hirondelles cachés derrière les grandes poutres.
Merci au bocal de billes d'être toujours un peu mal fermé. Merci aux confidences inattendues, aux secrets partagés, aux reliances, aux traits d'union, aux esperluettes. Merci aux passerelles, aux cerfs-volants, aux baleines et aux éléphants. Merci aux expériences de mort imminente. Merci aux caliméros qui décident un jour de se mettre à rugir de plaisir. Merci aux arbres de reverdir. Merci à la cuisine végétarienne. Merci à la poésie. Merci au soleil dès le matin, à sa lumière quand il se couche. Merci au soleil à l'intérieur. Merci aux polonias, aux cèdres du Liban, aux araucarias. Merci pour les salades aux noix et au roquefort, pour le bruit des sabots sur les pavés, pour les ponts Eiffel, pour la joie des chiens, leur fidélité, leur amour inconditionnel. Merci pour les grilles au-dessus des puits, pour les balustrades, les balcons, les parapets. Merci pour la poésie. Merci pour les dos d'âne, les ralentisseurs, les limitations de vitesse. Merci pour les trains à compartiments, pour les trains sans compartiment, pour les trains de nuit, pour les cicatrices, les éraflures, les fractures du crâne, les hématomes. Merci pour les sauvetages, les rescapés, les survivants. Merci pour tout ce qui s'épouse sans jamais s'opposer. Merci pour les noms donnés aux lieux, pour les arbres dont on se souvient, pour la serveuse du restaurant, arrangeante, souriante, efficace. Merci pour les silences et pour les sourires. Merci au vol des martinets entre avril et juillet à leurs grands boucans joyeux de cris, de rondes et de jeux. Merci à la mésange charbonnière, à la mésange bleue, à toutes les mésanges. Merci au rouge-gorge d'être venu se poser à cette minute-là exactement devant mes yeux. Merci aux tonnelles en fer forgé, aux volets qui laissent passer la lumière, à tout ce qui étincelle, brille et scintille à la surface de la mer, les jours de grand soleil. Je vais m'arrêter là parce qu'il y en a 1000.